Mesdames et messieurs de la presse, merci de votre présence et de votre attention. Comme nous le savons tous, vous et moi, le 30 mai dernier, aux environs de 10 heures, alors qu'il s'apprêtait à embarquer à bord d'un avion vers Lubumbashi, après avoir rempli ou accompli toutes les formalités de la Direction générale de l'immigration, M. Salomon Idi Kalonda Dela a été, tel un figure criminel, interpellé sans le moindre mandat légal sur le tarmac de l'aéroport international de Djili à Kinshasa et amené manu militari par des éléments de la garde républicaine à une destination qui ne fut connue que quelques jours après. Pour justifier cette forfaiture à l'endroit de l'opinion tant nationale qu'internationale, de fausses accusations ont été mises à sa charge et malencontreusement rendues publiques en date du 5 juin 2023, soit 7 jours après, au cours d'un point de presse animé par un officier de renseignement militaire avant de transférer l'infortuné à l'auditorat militaire. On parlait de la détention illégale d'une arme de guerre, de l'incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline, de l'atteinte à la sûreté de l'État, vu de réaliser un coup d'État pour y placer un Katangais. Nous avions, connaissant M. Salomon Idi Kalonda Dela, au cadre du parti Ensemble pour la République et conseiller spécial du président Moïse Katumbi Chapwe, des raisons suffisantes de dénoncer cette forfaiture et de prévenir l'opinion qu'il n'y avait rien de vrai et de consistant dans ces montages grossiers, ce que nous avons fait dès le 7 juin par une communication à la presse. Nous rappelons qu'en date du 8 et 9 juin 2023, concomitamment à Kinshasa et à Lubumbashi, des inspecteurs non autrement identifiés ont procédé à une série de perquisitions dans les résidences de M. Salomon, y compris dans celle de sa mère biologique, et ce, sans sa présence, ni celle des membres de la famille, et de quelles perquisitions ont conduit à la saisie de quelques effets personnels, en l'occurrence un coffre-fort, des téléphones, des cartes SIM, des cartes de visite, des tablettes, des imprimantes, le tout en violation des dispositions de la Constitution de la République, article 29, et du Code de procédure pénale congolais, article 22 et 23. Après son enlèvement, décrié par toutes les personnes connaissant les lois et procédures irrelatives dans notre pays, et un mois de détention arbitraire et illégale dans les conditions aussi violentes, cavalières qu'inhumaines, mais honteusement habillés. Maintenant que les avocats ont eu accès à lui et aux éléments du dossier, nous voulons partager avec vous ces jours des informations irrelatives en vue d'éclairer l'opinion. L'arme dont les spécifications ont été communiquées par le service des renseignements militaires en accusant M. Salomon Kalonda d'en être le détenteur illégal n'a jamais été en sa possession. Cette arme a été reconnue par l'honorable sénateur Augustin Matata Pogno qui, dans un tweet publié le 7 juin, indique ce qui suit. Je cite, « Le pistolet Jericho attribué faussement à M. Salomon Idi Kalonda, collaborateur de Moïse Katumbi, appartenait plutôt à mon garde de corps qu'il avait reçu en bonne et due forme de la police depuis que j'étais Premier ministre. Cette arme a été perdue le 25 mai, le jour du sit-in. Nous avons appris aussi que les services attitrés en étaient informés. Que reste-t-il encore de cette accusation? Rien. De l'incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline. Les 3 éléments PM assurant la sécurité de sa résidence à Lubumbashi y ont été affectés par leurs autorités hiérarchiques. Sur décision du Conseil provincial de sécurité, répondant à la demande de sécurité policière
formulé par M. Salomon Idi Kalonda en date du 20 juin 2020. Ceux qui assurent la garde de la concession à GB, où se situe sa résidence de location, n'ont pas été recrutés par lui. Comme nous le savons tous, par les propos tenus par le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo le 16 juin dernier, plusieurs personnalités publiques avaient une garde constituée de militaires, alors que seuls le président de la République et le ministre de la Défense sont autorisés à y avoir droit. Qu'on mette fin aux mauvaises affectations des militaires, c'est très bien, mais là, M. Salomon n'a rien à assumer de ce que les autorités militaires faisaient de leurs hommes avant le 16 juin, avant la déclaration du chef d'état-major général des armées. En conséquence, cette accusation aussi tombe, car aucun militaire n'est commis illégalement au service de M. Salomon Idi Kalonda Dela. Il n'avait donc pas sous les bras des militaires qui pouvaient inciter à commettre des actes contraires à leur devoir et à la discipline au sein des forces armées. De l'atteinte à la sûreté de l'État, on vient de réaliser un coup d'État pour y placer un Katangais sans armes ni munitions trouvées en sa possession. Sans une organisation quelconque, les renseignements militaires ont tenté de faire croire à l'opinion qu'il s'agissait d'un dossier qui toucherait à la sécurité publique. Un coup d'État d'un civil à main nue ou avec un pistolet qui n'a jamais détenu pour installer quelqu'un d'autre au pouvoir, en l'occurrence un Katangais, probablement synonyme de Lucifer ou de quelque autre monstre. On peut imaginer qu'avec ce niveau de légèreté dans les accusations, nos services de renseignement n'apportent probablement pas grand-chose à la recherche des solutions aux agressions et autres désastres des groupes armés qui accablent la nation, particulièrement dans la partie Est. L'opinion doit noter que la fouille dans les répertoires téléphoniques de M. Salomon Kalonda et les perquisitions dans ces résidences n'ont rien apporté susceptible d'étayer quelque infraction que ce soit. Son répertoire téléphonique, vieux de plus de 25 ans, comprend des contacts de toutes les catégories de personnes, nationaux et étrangers, dont certains se rapportant à ses activités sportives en tant que l'aide des dirigeants du tout-puissant Mazembe, un club parmi les plus chouchoutés partout en Afrique. Quant au contact d'un certain général étranger, il ne s'agit que de celui du point focal commun à l'ancien président d'IRASOP, qui était M. Félix Antoine Tshisekedi, qui une fois avait été chef de délégation, une délégation qui comprenait également l'honorable Moïse Katumbi, les deux avec leurs collaborateurs, qui devraient se rendre à Addis Abeba avant les élections de 2018 à la rencontre du président en exercice de l'Union africaine de l'époque, qui n'était autre que M. Paul Kagame. Et c'était pour le compte de l'opposition congolaise. Quand les chefs se rencontrent, les collaborateurs aussi peuvent se rencontrer et échanger des numéros. S'agissant d'un prétendu contact avec le mouvement M23, c'est un grossier mensonge qui n'a été appuyé d'aucun élément de preuve jusqu'à maintenant. La façon dont on a cherché à diaboliser Ensemble pour la République dans cette affaire est des plus insultantes et des plus ignobles. En alléguant que nos communiqués sont d'abord envoyés pour censure au Rwanda avant leur publication, sans le moindre élément de preuve. Si certains officiers de renseignement ne savent même pas reconnaître dans un téléphone qui comprend des échanges de messages téléphoniques, qui a envoyé et qui a réceptionné les messages, on comprend pourquoi nos forces militaires, si mal renseignées,
tournent parfois en rond dans leur engagement sur certains fronts. Le communiqué indexé avait été publié à Lubumbashi à la suite d'une réunion du comité directeur du parti. C'était un communiqué qui appuyait les efforts de FARDC en suggérant au gouvernement de la République de nouer une alliance, non avec les pays soupçonnés de soutenir l'agression ou la rébellion, mais plutôt avec un des pays de la SADC qui a une expérience dans la lutte contre les groupes armés et qui est aguerri pour cela. Plutôt que d'aller du côté de l'EAC, dont certains membres sont cités parmi les agresseurs. L'histoire nous a d'ailleurs donné raison sur cette question. Bref, cette accusation également est cousue des fils. En contrepartie de ce que nous venons d'évoquer, nous rappelons qu'une vidéo devenue virale dans les réseaux sociaux a dévoilé à un moment donné tous les plans concoctés par les services de l'état-major des renseignements militaires cherchant à lier à tout prix M. Salomon Idi Kalonda au mouvement M23. Dans cette vidéo, en effet, on attend clairement de nommer Michel Mokaria, détailler toutes les sollicitations dont il a été l'objet pour atteindre ses finestes projets. Ces derniers se dit prêt à témoigner devant toutes les autorités compétentes à condition qu'on lui garantisse la protection. Le président de la République a lâché publiquement à Mbuji-Mayi à l'occasion de la célébration du jubilé d'argent de l'épiscopat de Monseigneur Kassa, qui ne ferait aucune concession ni aux droits de l'homme, ni aux libertés des citoyens pour tout celui qui serait accusé d'atteinte à la stabilité et à la sécurité nationale. La boucle est bouclée. Mais la question que nous nous posons, c'est celle de savoir, et si le président de la République était induit en erreur? Si les accusations d'atteinte à la sécurité de l'État étaient basées sur de faux indices ou un travail bâclé au niveau des services de renseignement, va-t-on continuer à maintenir dans les géoles des personnes innocentes? Nous concluons que M. Salomon Idi Kalonda Dela est totalement innocent des accusations portées contre lui et fait l'objet d'un montage grossier de services en vue de nuire à sa personne, à l'organisation politique à laquelle il appartient, précisément en ces moments déterminants où approchent les échéances électorales. Cette cabale est probablement orchestrée suite à la montée en puissance de l'opposition politique, et particulièrement du président national de notre parti, Ensemble pour la République. Tout compte fait, il s'agit d'une affaire plus politique que judiciaire. C'est pourquoi nous n'avons pas autre chose à demander que la relaxation pure et simple de l'infortuné, qui a passé déjà plus d'un mois dans les géoles alors qu'il n'a commis aucun forfait, aucune infraction n'est établie à sa charge. Je dis et je vous remercie, je me mets à votre disposition pour certaines questions. Papa, nainayeba soki na histoire na biso basi ba perquisitionner ndako ya Mama Marthe to ya oui Mama Marthe to ya Mama Tshisekedi Mama Marthe ne Mama Tshisekedi voilà Mama mususu boko yeba Mama mususu ali na présidence Mama Sifa voilà to ya Mama Sifa to ya ba mama nyonso ya ba opposant ya kala na inayeba soki likambo esalemaka to esi esalemaka ya mibale nalingi nayeba moke mokonzi ye moko onayebi te soki olandaki ye alobi alapi ndai devant Nzambe kabotaka makambo ya justice apesaka mpe mot d'ordre te po ete moto akota to wapi sikoyo nalingi nayeba
menu abo bokoluba na nsima escalier eza kasi nani nani akosala nyonso po ete atikala kaka na boloko wana lobi yango nalingi kosolola po ete ozala na émission na nga solola solola na bana mboka bayebana. Merci. Na histoire ya mboka na biso est-ce que perquisition ici esalema epai ya baboti ya baacteur politique je résume ndakisa ntango kondo sphinx alimete azalaki kocombattre ba régime ebanda ya maréchal Mobutu ti ya Joseph Kabila penepene na ye azalaki mpe na basalisi lokola biso toza na président Moïse Katumbi mokonzi ya parti na biso mpe ye mpe aza na basalisi otangi ya Olivier Kamitatu tozali awa mpona moko mpe ya basalisi donc ya bacolaborateur président Moïse escadela oyo aza na boloko est-ce que mpona maloba oyo baloba mpona baacte oyo bapoza pouvoir oyo ezalaki na bombanda na bango etinda basoda bapolicier basali ya parquet kokende koperquisione kotala kosala contrôle na se ya bambeto batiroire baarmoire banzungu ya mama Martin to ya moto mosusu penepene na mokonzi ya UDPS atango wana ah oui maman Martin kola maman ya Félix qui était aussi un bras droit de son père qui était aussi proche. Lui-même a dit qu'il a passé 3 quarts de sa vie à lutter aux côtés du Sphinx. Est-ce que, et là, comme Salema, na Mzee Kabila, ou bien na Mobutu, ou bien na Joseph Kabila, faut pas pour contrôler cuisine, salon, chambre et à maman Marc. À ma connaissance, non. Aïbi ou Wanate, au grand côté. Et ça le matin. Et ça, il y a des bossos. Pour nangai, eloko ya pasi pe mawa. Kokende pa ya mama koko ya mbula tuku mwami. Akoki ko voter, ba kosimba na maboko akende ko voter pour azala carte na ya azala na bongo. Mais azala eloko ko sala te na makambo etali engagement politique na misala oyo mwana na ya pesa. Kokende ko traumatiser ye. On dirait qu'on a provoqué, qu'on précipiter les wana. Vous avez déjà moi après bozo landela na ba niveau ya ndingona eza eloko moko et bimi même na morale o ezalaka ya isika to samelaka to ezalaka na bokoko na biso. C'est quelque chose d'ignoble à mon avis. Ce n'est qu'un as. Donc pour nga esale bana no tempe ekoki ko sale maté ezana tina. Mais bon, basali yango etomboli bango na likambo moko te. Au contraire, na miso ya bato babimi lokola bato moko bazangi botosi bazangi koyeba bazangi bwanya na lolingi bato babikaka. Ya mibale na lingala bolobi président de la République a pindai dernièrement soki le 7 juillet liboso ya porte-parole na ye ke ye akotaka makambo ya justice te. Justice azo reconnaître indépendance nango, mais ce otali malamu maloba ya président de la République oyo alobaki na Mbujimai na ndambo mosusu oyo alobi mokolo wana liboso ya porte-parole na ye esali lokola okota na contradiction na oyo alobi na Mbujimai alobi mutuyo akufundama tiasali eloko ozotia mboka na biso sécurité ya mboka na biso en danger, stabilité ya mboka en danger. Aliki kobebisa kimia na kati ya mboka. Ngana kotia ye maboko na kolandela. Na koyoka mutu te. Na koyoka ata likambo ya droit de l'homme te, ata likambo o a restreindre ba liberté ya bato ye alobi yango na miso ya ba. Ye moko. Peut-être que ils ont la bateau même ça qui est ok mosika. Olobi oyo kokaki koloba te yo lokola mobateli ya mobeko mokonzi, mobeko likonzi yango. Ok mosika. Probablement balakisi ete akendeki mosika
il a sali effort a sali montage avec son porte-parole pour mettre ces mots-là. Mais chasser les naturels comme il revient au galop. Parce que sur place, à reconnaître que oh, il y a ça là qui peut justice, hein, bonga. Hein? Ils ont bonga kakate, a vu déception. C'est quand même un aéroport pour ça, pour la qualité à ça. On a moins on a monsieur solobi en amont, monsieur en aval, mais est contredit. Mutumoka lobia wake. Mutumoka lobia wake. Nani? Non. Ce qui, oui, alors bien à c'est Patrick. Alors bah que Malouba est président de la République et c'est pour influencer. Attention, il n'a pas ça pour influencer. Oh, il y a lobby. Donc pour influencer Bazouzité. Président de la République a dans la qualité, tout va bonne qualification bien. Ça la mis salamine, ma responsabilité mine. Il est le commandant suprême des forces armées. Et tu veux dire que l'armée, il y a service et ordre, il y a mis beko, il y a commandement. Ce qui bateau, il y a service, il y a armée. Service de renseignement. Basali mbeba. Basali mosala bango malamu te. Il est commandant suprême à Bokangami, ça dit que bon. On a appelé ça une injonction dans le service à la justice. Mais avant tout, comme la justice, aux ala qui n'a armé. Ils ont l'autre assez à responsabilité directe. C'est lui le commandant suprême des armées de la police nationale. Ce qui mbeba et Salim Mikuna, il ne peut pas dire que non. Parce que ce que c'est qu'il y a Tinda qui était, à côté ça dit tout le monde n'a pas salaki. Ce qui va salir ma vie, bazu et tout le monde, c'est que va côté ça bango et tout le monde est victime. Voilà, on a pour le bas, dans le tour là, on a été ce qui n'a pas eu malade, mais c'est à peu près comme ça qu'il voit les choses. Si du temps où vous étiez au rassemblement, à un moment donné, avez-vous eu, du moins, je parle du rassemblement avec Félix Tshisekedi en son temps, comme étant un des ténors du rassemblement. Avez-vous eu un quelconque contact avec le Rwanda? Et c'était dans quelles circonstances, du moins, avec le président rwandais? Merci. Seule question que j'avais. Monsieur Patrick. Bisso, le pôle RASSO, Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, pour te dire ça qui et l'élection est salema. La souka ya mandat ya mibale ya président Joseph Kabila. Et tout boyaki tentative vers troisième mandat. Avons-nous eu quelque chose à voir avec le pouvoir au Rwanda? Non. Pour combattre la dérive vers l'idée du troisième mandat, les forces politiques et sociales acquises au changement, à travers leurs principaux répondants, prenaient des contacts avec toutes les autorités en Afrique et dans le monde qui étaient en mesure de nous être utiles, de conseiller nos dirigeants, d'aider à canaliser ce qui se faisait vers un consensus national, vers des élections apaisées. Ce n'était pas seulement avec les pays, le président Kagame comme le président du Rwanda, c'était aussi même avec les anciens chefs d'État comme Thabo Mbeki, Obasanjo, les anciens présidents. On les avait aussi rencontrés d'une manière ou d'une autre. Et le président Kagame, aux approches de nos élections de 2018, il était le président en exercice de l'Union africaine. Il y avait des missions parfois de l'Union africaine, la commission de l'Union africaine qui venait ici. Dans le cadre de sa responsabilité comme président de l'Union africaine, le président du rassemblement, à ce moment-là, c'était après la mort du président Etienne Tshisekedi, le président du rassemblement, qui était maintenant Félix Antoine Tshisekedi, est allé à Addis Abeba à la tête d'une délégation, dont faisait partie Moïse Katumbi. Salomon Escadel était de cette délégation, et tant d'autres. Peut-être le président Olivier aussi.
parce qu'ils étaient en exil. Certains partaient d'ici pour les rencontrer en exil, pour mener des démarches dans l'intérêt de la nation. Voilà ce que je sais. Je voudrais savoir, je voudrais renchérir un tout petit peu la question de Mme Follette sur la mémoire. Le président Tshisekedi a déclaré tout récemment, lors d'une émission présentée par sa propre porte-parole, que lui n'a jamais interféré dans les affaires de la justice. Pour rappel, avant que Vital Kamerhe ne soit libéré, le président a déclaré à Goma que M. Kamerhe est un homme correct, honnête et sérieux. En même temps, il a ajouté qu'il avait un rôle à jouer dans ce pays. Tout cela se passe avant qu'il ne soit acquitté. Toute analyse faite, on peut penser que les propos du président ont eu une influence sur les comportements des juges qui plus tard ont fini par acquitter Vital Kamerhe. Donc c'est une sorte d'interférence implicite. Deuxième cas, nous avons vu que Etei Longondo et Willy Bakonga ont été arrêtés pour des faits que nous connaissons. Mais on a appris par la suite que les deux personnalités ont été libérées à la suite d'une grâce présidentielle. Ils sont allés même chez eux pour dire voilà, on nous a accusés injustement, mais le président nous a libérés. Jusqu'à demander à leurs électeurs de voter plus tard pour M. Tshisekedi. La question de savoir s'il est à mesure d'interférer pour que ceux qui sont libérés chantent à sa gloire, n'est-il pas aussi à mesure d'être derrière cette affaire de M. Salomon Escadilla, d'autant plus qu'il est opposant, et je corrobore votre propos quand vous dites que tout cela, c'est parce qu'il y a une montée en puissance de l'opposition. Est-ce que vous ne voyez pas directement, je crois que c'est ici le lieu de poser la question de la fois dernière, est-ce que vous ne voyez pas directement l'implication de M. Félix Tshisekedi dans ces dossiers, parce qu'on sait que par le passé, depuis qu'il a été au pouvoir, il n'a jamais eu de bonnes relations avec M. Salomon Escadilla. Donc il avait bloqué les passeports. Est-ce que vous ne voyez pas directement sa mémoire? J'ajoute, vous avez dit que le dossier est plus politique que judiciaire. Vous avez jeté par demander la libération. Est-ce que vous pensez vraiment que les moyens à votre disposition vous permettront de décanter une affaire qui est très politique mais aussi personnelle entre la personne du chef de l'État et l'individu Salomon Escadilla? Tout récemment, l'opposant, le vivant Franck Diongo aurait été arrêté parce qu'il a mis quelques éléments de sa sécurité à la disposition du président Moïse Katumbi à Kinshasa. Pourriez-vous nous confirmer cette œuvre quand vous auriez quelques informations? Et puis, selon certaines informations, monsieur le secrétaire général, nous avions aussi appris que M. Moïse Katumbi Tchapé, le président d'Ensemble, a refusé d'adhérer à l'union sacrée de la nation vision chère au président Félix Tshisekedi, et que quelques délégués, quelques émissaires de celui-ci étaient dépêchés à Lubumbashi pour le consulter. Je cite ici un certain Franck et un autre qui s'appelle M. l'abbé Jacques. Pourriez-vous confirmer ces informations qu'il y a des émissaires du pouvoir à Lubumbashi et que M. Katumbi aurait refusé d'adhérer à l'union sacrée? Merci. Patrick a posé beaucoup de problèmes. Moi, je ne peux pas revenir sur le fait que ceux qui ont eu des propos ou ceux qui ont eu un alignement dans le sens du soutien au président de la République ont été blanchis par la justice, ça qu'on les ait remplacés par les vrais coupables. Le monde a vu, l'opinion nationale aussi a vu. Je ne reviens pas sur ça, c'est un fait évident de notre société. Que ce soit Kamerhe, Etei Longondo ou Willy Bakonga, ça, ce que vous avez affirmé, tout le monde l'a constaté, il n'y a rien à ajouter à ça. Est-ce que nous soupçonnons que le président, agissant de la sorte, peut aussi influencer l'attitude des juges
sur les cas qui lui sont défavorables, les gens qui s'opposent à lui, avec qui il n'est pas en bon terme. C'est possible. Mais je viens de dire ici, Salomon a été appréhendé par les services militaires pour des choses qui se révèlent maintenant ne pas être vraies, ni possession d'armes, ni incitation des militaires à commettre quoi que ce soit de contraire à leur mission. Donc, sur base de faux renseignements militaires, qui va tirer la conclusion? Est-ce que les services de renseignement militaires ne sont pas capables de dire que nous avons commis une erreur, on présente des excuses, on va témoigner auprès des auditeurs militaires que non, là, on a maintenant des éléments qui n'en étaient pas ainsi. Est-ce que c'est la justice militaire, au niveau où les dossiers est instruit, qui va arriver à la bonne conclusion que finalement le dossier il est vide? Ou bien c'est l'état-major général ou le commandant suprême qui va dire non, là, les bêtises que vous avez commises dans ces dossiers suffisent pour qu'on ne les poursuive pas. Dans tous les cas, nous venons de démontrer qu'il n'y a rien dedans. C'est vide. M. Salomon est peut-être retenu là-bas. D'abord, il est retenu de façon arbitraire. Ceux qui tiennent à les garder espèrent peut-être que, en les gardant longtemps là-bas, un miracle va s'opérer, une infraction va tomber du ciel et on va s'en servir pour confirmer qu'il méritait d'être là-bas. Mais en l'état actuel des choses, sa place n'est pas là-bas. Sa place n'est pas là-bas. Donc, si le président a influencé des choses d'une manière ou d'une autre, en tout cas, lui-même a affirmé que lorsque vous êtes accusé ou soupçonné d'atteinte à la sécurité publique, à la stabilité du pays, et il ne va pas en démordre, hein, il va vous poursuivre, il va vous régler votre compte. Peu importe ce qu'on dira sur les droits de l'homme ou la restriction des libertés citoyennes. Il a dit lui-même de sa propre bouche. Moi, je n'ai pas besoin de commenter, c'était en français facile. Il y a une question, puisque nous considérons qu'il s'agit d'un dossier à la fois politique et un dossier politique plutôt que judiciaire, est-ce que nous aurions quelques moyens de décanter cette situation alors que ça relève visiblement d'une affaire personnelle ou d'un règlement de comptes personnel? Bon, c'est vous qui affirmez qu'il s'agit d'un règlement de comptes personnel. Ce que nous considérons vrai est que M. Salomon a été enlevé et il est détenu arbitrairement, au mépris de la Constitution et des lois de la République. Ça, au moins, c'est vrai. C'est établi. Ça, c'est vrai. Ce n'est pas bon. 2 semaines, c'est déjà très mauvais. 3 semaines, 1 mois, tout ça, ça devient odieux. C'est ce que nous soulignons. En ce qui concerne Franck Diongo, qui serait aussi arrêté ou qui est arrêté parce que il aurait prêté des éléments de sa sécurité personnelle, il aurait mis ces éléments à la disposition du président Moïse Katumbi. Je tiens d'abord à rappeler que la sécurité de Franck Diongo est composée des jeunes de son parti, au siège de tous les partis politiques, y compris à l'IDPS. Même si on peut requérir une protection policière, elle reste symbolique et limitée. Le reste est assuré par les volontaires du parti, ainsi de suite. Franck Diongo n'a pas une société de mercenaires comme Wagner ou quelque chose comme ça. Il n'a pas des armes à la disposition de sa sécurité. Il a des jeunes qui, dans les manifestations, peuvent contenir les débordements quand les gens se rapprochent des autorités des partis, ainsi de suite. Il a utilisé ces éléments pour assurer aussi la sécurité des manifestations, des rassemblements à l'époque. Les mêmes éléments ont assuré la sécurité du président Moïse, de l'aéroport jusqu'au palais de la Nation, lorsqu'il est venu répondre à l'invitation du président Félix Antoine Tshisekedi, dans le cadre des consultations pour la création de l'Union sacrée. Ça n'a dérangé personne.
que ces mêmes jeunes l'accompagnent de sa résidence ici à GB jusqu'au camp Louka pour aller constater que les dispensaires dont il a financé la rénovation et l'éclairage public ont été bien faits. Pourquoi ça devient maintenant quelque chose de menaçant pour la République? C'est ça qui étonne, que les services publics qui disposent de l'armée et de la police nationale puissent, comme ça, redouter quelques sportifs qui avancent les mains nues. On comprend pourquoi même les Mobondo avec quelques fusils de chasse viennent terroriser jusqu'aux portes de Kinshasa. Si déjà les gens qui n'ont rien entre les mains, ils n'ont ni couteau, ni fourchette, ni rien, font peur. A fortiori ceux qui viennent avec des calibres 12 ou quoi pour opérer. On comprend pourquoi il faut beaucoup de dégâts. Parce qu'on est désemparé devant toute organisation quelque peu structurée. Donc moi, nous sommes étonnés de voir que cette histoire de sécurité de Franck Dion puisse faire l'objet de poursuites et de tout ce qui se raconte à ce sujet. Parce que tout le monde sait de quoi il s'agit. La sécurité de Diom ne fonctionne pas comme la brigade spéciale d'élite de Vest, qui exhibe des machettes à ciel ouvert. Et des machettes que M. Kabouye a promis à ciel ouvert. Il a dit que les membres, les militants de l'île de Vest, tous les combattants vont porter des armes. Il a dit ça à haute voix sur la place publique. Et on a vu ces armes. Et lui et ceux qui portent ces armes blanches circulent librement dans les pays, continuent à opérer. La brigade spéciale continue à prendre même des taxes sur les motocyclistes à gauche, à droite, dans les pays. Machette à la. C'est ça. C'est ça qui est... C'est plus que 2 poids 2 mesures. C'est plus que ça. Parce qu'on laisse prospérer ce qui est dangereux. On laisse prospérer les comportements mauvais citoyens et on empêche ceux qui veulent s'assurer d'un certain ordre dans ce qu'il faut. C'est eux qu'on inquiète. Complément d'information. Je vais commencer par la question parce que l'ensemble a quand même une grande expérience sur la procédure de la décrispation politique en RDC. C'est pour ça que son président quand même fait l'exil avec ses lieutenants pendant plusieurs années. Alors, ceci est considéré comme un élément de chantage du régime pour aller dans les négociations avant les élections, schéma 2015-2016. Si demain, Salomon Escadela, Mike Moukebaï, j'aurais bien voulu que vous puissiez nous donner aussi la quintessence et la procédure sur un des lieutenants d'ensemble, Mike Moukebaï, pour en être avec le dossier. Et les autres qui sont en difficulté ne trouvent pas gain de cause dans la démarche que vous avez. Quelles seront les dispositions ou les mesures adoptées par ensemble, ou les stratégies sinon, qui vont vous aider à aller ou non aux élections dans la posture ou la posture dans laquelle vous vous retrouvez actuellement? Est-ce qu'ensemble pourra aller aux élections sans Salomon, sans Moukebaï, sans Safou, sans les autres, avec de multiples perquisitions? Deuxièmement, est-ce qu'ensemble est dans une posture de négociation à ce jour, si vous serez demandé par Félix Tshisekedi d'aller au dialogue avant les élections? Je suis très content, M. Olivier Kamita est là, parce qu'il faisait partie des négociateurs, qu'avant d'aller aux élections, il a besoin de reformuler la décrispation politique. Est-ce qu'ensemble est partant à cette démarche? Complément d'information, selon, parce qu'on va partir de rumeurs, parce que c'est sur base des rumeurs que Salomon a été arrêté, c'est sur base des rumeurs que des maisons ont été perquisitionnées ensemble, et sur base des rumeurs encore, d'autres militants, cadres d'ensemble et d'autres opposants pourront être arrêtés. Est-ce que vous pensez qu'en dehors de la procédure judiciaire ou du droit, ensemble, ou Moïse Katumbi a-t-il un problème personnel que nous ne connaissons pas avec Félix Tshisekedi? Je ne ferai pas comme mon confrère Patrick Lokala. Je vous remercie. Vous avez parlé de la décrispation politique. Serions-nous prêts à aller aux élections, même si les nôtres
soit bloqués par la procédure de consulte actuelle. Sommes-nous prêts à négocier en l'état actuel des choses? Bon, moi je crois que dans les oreilles de tout le monde, y compris de ceux qui ne font pas la politique active dans notre pays, négocier, dialoguer, ça commence à sonner très mal. Si vous parlez de négocier, de dialoguer, on risque de croire que vous voulez aller à des discussions pour se partager des postes politiques pendant un certain temps, en méprisant les attentes de la population congolaise qui veut ces élections pour se choisir librement et souverainement ses dirigeants. Nous ne sommes pas prêts à aller à une discussion pour négocier un quelconque pouvoir avec qui que ce soit. Vous avez suivi que nous avons quitté l'Union sacrée parce que nous croyons que nous avons un projet alternatif à proposer au peuple congolais. Ceux des nôtres qui étaient au gouvernement, qui étaient restés fidèles à leur famille politique, à leurs choix politiques, ont quitté tout à fait librement. On ne leur a même pas demandé de partir. On leur a dit, faites selon votre conscience. Donc, pour nous, le vrai problème qui se pose maintenant, c'est le problème du processus électoral, qui est mal engagé. La CENI a été constituée dans des conditions rocambolesques et reconnaissent. La loi électorale a été adoptée dans des conditions de cafouillage indescriptibles. On n'a rien discuté, quelqu'un a déclaré que c'est adopté et qu'il s'est passé. Il y a des dispositions controversées dedans. Vous avez suivi ce qu'un jour De Vos a dit. Il a dit toutes les structures qui ont quelque chose à voir avec les élections sont maintenant politisées et tribalisées. Dans ces conditions, on ne peut pas avoir des élections crédibles. Or, sans élections crédibles, il y a un gros risque de déboucher encore sur de mauvais choix, de mauvais dirigeants, des dirigeants qui n'auront pas été choisis même. Et donc, si une gouvernance qui n'est pas redevable envers la population, avec toutes les conséquences qu'on est en train de pleurer maintenant. L'arrangement à l'africain ne mène pas au bonheur du peuple congolais. Nous le savons, tous. Alors nous disons qu'avant les élections, en amont des élections, il vaut mieux qu'on négocie un certain consensus. La CENI n'organise pas les élections pour elle-même. Elle est appelée à organiser les élections pour le peuple congolais. Et le peuple congolais a des représentants. Il se reconnaît dans un certain nombre d'acteurs politiques de la majorité, mais aussi un certain nombre de leaders politiques de l'opposition. Ce peuple écoute également certains responsables importants de la société civile. C'est pour cela qu'il est nécessaire qu'au nom de ces peuples, ces élites-là s'accordent sur les règles du jeu, pour que les jeux soient corrects, qu'ils soient rationnels, qu'ils soient justes, démocratiques, qu'ils soient libres, qu'ils soient crédibles, qu'ils soient inclusifs. C'est pour discuter de ça. On parle de négocier, ok. Dans ce cas, nous sommes prêts à négocier. Négocier ça. Les conditions d'organisation des élections dont les résultats seront acceptés et assumés par tous les peuples congolais. Mais dernièrement, à la suite d'un atelier qu'ont organisé IRI, NDI, Fondation Carter, tout ça, nous avons entendu un représentant de l'IDPS qui parlait calmement. Il dit, nous sommes en train de préparer les élections. Il parlait de son parti. Nous préparons les élections, nous préparons également la population à résister à l'imposture. C'est lui qui a dit. Moi, j'ai saisi la balle au bon pour dire, il vient de dire juste. Nous aussi, nous préparons les élections et nous préparons la population à résister à l'imposture. Parce que lui, ce qu'il appelle élection, c'est la fraude électorale. Il prépare la fraude, il prépare ses militants à défendre les résultats de cette fraude. Nous sommes contre la fraude et nous préparons ceux qui vont nous écouter à refuser la fraude et les résultats de la fraude. Dans ces conditions, on n'aura pas d'élection apaisée. On n'a pas besoin d'être un féticheur pour les comprendre. Il vaut mieux s'entendre en amont pour qu'on avale, les choses soient calmes.
C'est ça notre propos. Et c'est pour cela que les arrestations arbitraires, les détentions arbitraires, les brimades, les interdictions de déplacement des responsables politiques de l'opposition, la répression des manifestations de l'opposition, ça ne procède pas d'un choix dans le sens de l'apaisement. Il vaut mieux mettre ce genre de manœuvres au placard et négocier comme citoyens d'un même pays liés à ce pays-là, et donc les devenir est commun. Nous devons nous mettre d'accord pour que, quelque part, nous jouions ce que notre génération peut jouer en vue de laisser à la prospérité un Congo nouveau. Le Congo qui était celui du rêve des pères de notre indépendance. Voilà ce que nous pouvons dire à cet ailleurs. À propos de cet ailleurs, ce que nous faisons maintenant, c'est aussi prendre l'opinion à témoin. De montrer à l'opinion publique que ceux qui ont mis la main sur Salomon et qui les retiennent en dehors de sa famille, de ses engagements privés et publics, sont de mauvais citoyens. Ce sont des gens qui n'ont aucun respect pour la constitution de notre pays et pour les lois de la République. Il faut qu'on les regarde comme tels. Et si le peuple les regarde comme tels, le moment viendra où le peuple va les sanctionner. Donc notre première démarche politique, c'est une démarche d'information. Que le public soit au courant, grâce à vous, grâce à l'intermédiation de vos organes de presse. Que les gens connaissent la vérité. Que nous marchons dans ce pays gouverné par l'arbitraire. Et ça, ce n'est pas citoyen. Ça, ce n'est pas contre. C'est même une trahison par rapport au serment prêté par celui qui est le garant de la nation. Pas celui le donneur d'impulsion, garant du bon fonctionnement des institutions et des services publics. Et quand ça tourne mal, il n'a pas d'excuse. Notre première démarche, c'est celle-là. Que l'opinion soit au courant, aussi bien l'opinion nationale qu'internationale. La réprobation viendra de la politique. Si on parle des conversations suspectes trouvées, qu'on aurait trouvées dans son téléphone entre lui et un certain général Patrick, proche de Kagame. Qu'en est-il? Éclairez-nous s'il vous plaît. À propos d'un certain Patrick, général proche de Kagame, qui serait correspondant régulier de M. Salomon, non. J'ai répondu à cette question, mais je reviens sur ça. Le fameux monsieur, le fameux général Patrick, a été le point focal auprès du président Kagame pour la délégation d'Irasop, conduite par M. Félix Antoine Tshisekedi, président de l'époque d'Irasop. Délégation dont faisaient partie des collaborateurs du président Tshisekedi et aussi M. Moïse Katumbi, notre président, ainsi que certains de ses collaborateurs, dont Salomon. Vous savez comment ça se passe. Quand vous allez à une rencontre avec d'autres officiels, on échange toujours des numéros de téléphone. Ce n'est pas tout le monde dont vous avez pris le numéro de contact qui va garder un contact régulier avec vous. Certains gardent ces contacts. Ils peuvent échanger avec vous un bonjour, ou comment vous allez, quelles sont les nouvelles. Mais s'il y avait quelque chose de compromettant, les messages, on peut me les imprimer pour mettre dans le dossier, pour mettre sur la place publique. S'il y avait des propos compromettants là-dedans, on les aurait mis. Vous croyez qu'on peut arrêter quelqu'un, nous attendre de dire qu'il est faussement accusé et garder les preuves comme quelque chose qu'on a en cachette? Non. S'il y avait quelque chose de compromettant, ceux qui l'ont accusé auraient déjà mis ça sur la place publique. Donc, s'ils n'ont pas mis sur la place publique, c'est qu'il n'y a rien. Voilà la vérité. Ça a été leur point focal à eux tous, là-bas, auprès de celui qui était le président en exercice de l'Union africaine. J'ai répondu à la question en amont. Il semblerait, je suis dans les conditionnels, et Salomon Escadel est arrêté comme on appelle butin de guerre. C'est-à-dire, si ensemble acceptent les glissements, par exemple, on va les libérer. Est-ce que dans ces conditions, puisque vous parlez d'une affaire politique,
si les pouvoirs publics se sont coincés pour organiser les élections dans les délais, et qu'il y a une négociation, on vous demande à contrepartie de la libération de Salomon d'accepter l'éclaircissement. Cet ensemble pourra concéder pour voir ces hommes être demain libres. Et ma deuxième préoccupation est celle de savoir, on les dit souvent, pourquoi vous ne condamnez pas ouvertement l'agression rwandaise? Je l'ai entendu chez les porte-parole du gouvernement. Pourquoi Moïse Katumbi ne le fait pas? Donc c'est ce qui vous rend complice de l'actuelle agression de notre pays par le Rwanda. Parce qu'on estime que dans ce genre de questions, il n'y a pas opposition et majorité quand le pays est agressé par un pays étranger. Merci. Situation éventuelle et que notre frère serait comme une sorte d'objet de chantage, une sorte de butin, de monnaie d'échange, comme on dit. Bon, heureusement que vous avez utilisé serait. Même vous avez conjugué au conditionnel. Donc moi, je ne peux pas répondre au conditionnel. Ce que je sais, c'est que nous n'avons pas été au courant, nous ne sommes pas au courant d'une quelconque démarche dans le sens de négociation. Et comment est-ce que nous pouvons aller aux négociations en ayant les poings liés, les mains liées? Là, c'est ça justement que nous décrions. S'il y a quelque chose, c'est une négociation, il faut des règles de jeu acceptées par tous. Si vous prenez les nôtres, vous les ligotez, vous les mettez là, sur la scène, vous dites, bon, négocier, en sachant que si vous n'êtes pas d'accord, lui, il va payer. Lui sera mis en mort. Lui sera maintenu en prison. Là, ce n'est plus une négociation, ça devient un chantage. Donc, nous ne sommes pas au courant de ce genre de négociations. Mais en l'état actuel des choses, étant donné que ceux qui ont posé ce genre d'actes, ceux qui sont à la base de ce genre de forfait, n'expliquent pas à l'opinion nationale ce qu'il y a au juste, il est tout à fait normal que les gens spéculent, qu'ils mettent toutes sortes d'hypothèses, parce qu'ils ont horreur du vide. C'est le vide qui crée ça. Ce qui est vrai est que nous sommes dans un processus électoral calamité mal engagé. Et donc, ceux qui ont mal engagé le processus, peut-être qu'ils vont continuer à rouler les autres jusqu'au bout. Mais nous émettons l'hypothèse contraire, qu'ils ne vont pas rouler les gens jusqu'au bout. C'est ça qu'on veut leur faire comprendre. Je crois que les évêques ont été très clairs sur la question. On veut des élections dans le respect de la Constitution, c'est-à-dire des délais constitutionnels et légaux, mais on veut de bonnes élections, pas des simulacres. Et ils ont demandé au peuple congolais de lire et de relire, de s'approprier le premier alinéa de l'article 64 en disant, si ça tourne mal dans ces élections, n'attendez pas que quelqu'un d'autre vous invite. Assumez cet article. Ces gens ne sont pas candidats. Ils le disent, mais quand ils en arrivent à hausser les tons, c'est qu'ils ont utilisé parfois la voix basse, ils n'ont pas été. Donc, il y a un processus électoral en cours qui n'est pas bon, qui n'est pas bien engagé. Ce que nous demandons est que nous tous, politiques et élites de la société civile, qu'on prenne nos responsabilités des citoyens, parce qu'il s'agit de notre pays, qu'on s'entende, qu'on fasse les choses proprement, pour que notre pays ne continue pas à être la risée du monde. Nous sommes partie prenante à ces élections. Le président Moïse Katumbi, ce n'est pas quelqu'un de belliqueux. Lorsque l'AFDEL a commencé son affaire en septembre 1996, je crois, le président Katumbi avait accepté dès 1990 de partir en exil, plutôt que de collaborer à la rébellion, comme d'autres l'ont fait. Il est sorti du pays. Il est allé en exil jusqu'en 2003. Il est revenu au pays. Il a participé à l'effort de la reconstruction du pays parce qu'il a été gouverneur, ainsi de suite. Avant les élections de 2018, il a été forcé à l'exil. Et il est parti. Ce n'est pas parce qu'il est faible, mais c'est parce qu'il ne veut pas faire couler le sang des Congolais pour arriver au pouvoir. Il ne veut pas de ça. Il est toujours du côté où on cherche la solution pacifique. Il
faut qu'on les comprenne, qu'on comprenne même sa psychologie. Il n'est pas du côté de la guerre, il n'est pas du côté des armements. Il refuse d'être du côté de la violence. Mais il a une ambition politique. Lui et son organisation politique, son parti et tous ses partenaires. Nous voulons arriver au pouvoir proprement, en respectant le vote du peuple souverain de ces pays. Nous voulons de bonnes élections. Nous allons présenter notre projet. Nous allons présenter, nous aurons à faire aussi des promesses au peuple congolais. Nous allons présenter à ce peuple-là un contrat. Et le peuple tranchera. Si, à la régulière, nous ne gagnons pas, nous allons chercher à frustrer personne de sa victoire. Nous allons assumer. C'est déjà arrivé sous d'autres essais à d'autres organisations politiques. Et si nous gagnons proprement ces élections, personne ne va nous frustrer de cette victoire. Parce que le peuple défendra sa victoire. Il ne va pas se laisser flouer deux fois. Il faut que ce soit clair dans la tête de tous. Voilà. Mais on n'a rien à voir avec des histoires de connivence, de complot, on ne parle pas. Maintenant, pourquoi nous ne condamnons pas l'agression rwandaise qui est cachée derrière les M23? La question est revenue même dans la bouche de plusieurs ministres du gouvernement qui ont oublié qu'ils étaient les ministres de la République, qui ont endossé la vie des politiciens actifs en train de se battre pour le pouvoir, comme si on était déjà en campagne. Je suis tenté de demander, on veut que nous condamnions l'agression, pour que le président Moïse Katumbi condamne cette agression. Dans quelle langue? De quelle manière? Avec quel ton? On veut qu'il compose une chanson ou qu'il fasse quoi? Parce qu'à Goma, quand il est allé assister les sinistrés, après avoir délivré un chèque de plus de 300 000 $ pour connaître les sinistrés de volcan là-bas, et n'avoir rien entendu du gouvernement sur ce qui a été fait de son argent, parce qu'on aura aussi un peu compte donateur quelque part. Il a décidé d'aller là-bas, de mettre encore la main à la poche, de remplir des conteneurs et d'aller avec des vivres et des non-vivres là-bas à Irago. Et à l'époque, on soupçonnait déjà, il y avait déjà de l'agitation. Il a condamné toute forme d'agression à l'endroit de notre pays. Sur le plateau de France 24 et de RFI, il a condamné l'agression. Les communiqués que nous avons faits à Lubumbashi, on a condamné l'agression. Il a signé ces communiqués et devant nous, membres du comité directeur du parti, ces communiqués a été lu par le directeur de cabinet du président, ici présent, et porte-parole. Qu'on condamnait toute agression à l'endroit de notre pays. Que cette agression vienne du Rwanda, de l'Ouganda ou du Burundi, parce qu'on a trop tendance à dire Rwanda, mais les ADF qui opèrent là-bas, on sait aussi qu'ils sont venus d'un autre pays. On sait d'ailleurs que le M23 qui est venu cette fois-ci est entré dans notre pays par l'Ouganda. Il ne faut pas qu'on oublie les faits d'histoire. On a condamné, que ce soit le Rwanda, l'Ouganda ou le Burundi. Et on a dit, n'allez pas, messieurs et madame du gouvernement, n'allez pas chercher la solution, n'allez pas chercher de l'aide du côté des pays qui sont soupçonnés de soutenir cette agression. Allez ailleurs, allez du côté de la SADC, négociez même avec l'Angola. C'est dit, le nom angolais même cité dans les communiqués. Mais on n'a pas entendu ça. Alors la question que je me pose, on aurait condamné de quelle manière? Par une chanson célèbre, on aurait fait quoi? Rédiger un poème et faire quoi? On a condamné. On a condamné en proposant ce qu'on croyait être la solution. Finalement, on n'a pas été écoutés. Ils sont allés là-bas, on est même devenu membre d'une communauté. Les chefs d'État nous ont même expliqué que notre nouveau pays, c'est maintenant la communauté de l'Afrique de l'Est, alors que le pays n'est pas à l'Est de l'Afrique. La preuve, on touche même à l'océan Atlantique, à l'Ouest. Hein? On est allé là-bas, il n'y a pas de solution. Mais on revient encore pour aller du côté de la SADC. Bon, on serait allé directement à la SADC, peut-être qu'on serait loin aujourd'hui. On a condamné.
Sauf que la forme de condamnation qui aurait plu à certaines oreilles, nous cherchons à la comprendre. Comme ça, on peut utiliser cette forme-là pour plaire à ceux qui croient que, dans tous les cas, si c'est la condamnation de Moïse qui résout le problème, qu'on nous dise de la forme que ça devrait prendre. Mais nous sommes convaincus que nous tous, 100 millions, 120 millions de Congolais, nous pouvons répéter de 0h à 0h, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 30 jours sur 30. Nous condamnons le Rwanda, nous condamnons l'agression du Rwanda. Le chef de l'État lui-même, Félix Antoine Tshisekedi, si nous avons bonne souvenance, il a dit ce n'est pas en condamnant Kagame et Museveni, en les traitant de diables, de mauvais garnements ou de méchants loups, qu'on va trouver des solutions à ces problèmes. Le président de la République lui-même l'a dit. Mais les gens semblent ne pas avoir de mémoire pour retenir ça. Et pourtant aujourd'hui on est dans une réalité technologique telle que les paroles ne s'envolent plus. Vous allez sur votre téléphone, vous retrouvez le jour où il a dit ça. Que ça ne sert pas, que la solution n'est pas dans les condamnations verbales. Alors regardons du bon côté. Notre armée a vaincu les M23 en 2013. Les opérations étaient commandées là-bas par feu le général Jean-Lycée Baouma, mon frère. Son unité spéciale d'intervention était commandée par Mamadou Ndala. On a vaincu les M23. Ce n'était pas par des récitations. C'était les armes à la main. Croyez-vous que dans toute l'armée que nous avons, on ne sait pas trouver des officiers capables de réformer l'état-major là-bas et s'ils sont bien équipés, bien outillés. Je vais vous dire une chose. Lorsque notre frère, le général Baouma, est décédé, moi j'étais le responsable du côté de la famille pour organiser ces funérailles. L'ancien chef d'état-major général de l'époque, le général Etumba, je peux le citer. Le général Amis Tangofor, le général Amouri qui venait de prendre sa retraite à la police, le général Bindu venait à la maison tous les jours pour qu'on voit comment on allait faire. Et ils m'ont révélé une chose, que lorsque le général Baouma est parti de la 5e région militaire dont il était le commandant Moujmaï vers Goma, après avoir évalué la situation là-bas, il a posé ses conditions au chef d'état-major général. Non. Et à travers Olinga, l'inspecteur général, il a posé ses conditions au commandant suprême des armées. Vous me donnez la liberté de réorganiser mon état-major. On lui a dit. Si je demande quelque chose, il faut me donner. Et le président Kabila avait donné l'ordre à l'état-major général de l'armée. Si le général Baouma demande un type d'arme, une quantité de munitions, un élément de logistique, même si vous n'arrivez pas à m'atteindre, donnez-lui ça. Après, vous allez me faire là. Et on a vaincu les M23. Ce n'était pas avec des incantations, des déclarations, des condamnations. Voilà. Et le président Moïse a bien dit qu'on se souvienne que notre armée a déjà vaincu. Il faut l'équiper, équiper les troupes qui sont là. Il faut les motiver. Que chacun donne le meilleur de lui-même en sachant qu'il est respecté, il est considéré pour ce qu'il met au service de la nation. Moi, j'ajouterai, fort de l'expérience de ce que j'ai appris à côté de mon frère quand il racontait le peu avant sa mort. Il faut aussi enlever de là-bas tous les affairistes qui circulent là-bas, qui prennent l'argent destiné à l'armée, qui mettent dans les poches, qui reviennent de construire des immeubles dans les pays. Il faut les enlever et mettre ceux qui ont une certaine conscience de leur mission de défense de l'intégrité du territoire national. L'histoire de connaître, ça c'est une distraction. Moïse n'a pas condamné, Moïse n'est pas un magicien. Ce n'est pas un magicien. Il a indiqué la voie, équiper l'armée convenablement, motiver les militaires, créer des conditions qui leur permettent de donner le meilleur d'eux-mêmes.
c'est avec ça qu'on gagne la guerre. Pas avec des incantations, pas avec des déclarations. Mais au moins, il avait déjà condamné. Voilà. Je voulais... Voilà, deux questions. Première question, l'IDPS, c'est un parti socialiste. Il va dans la liste, le gars dans la Baba. Le peuple d'abord, il a état de droit. Malgré que tu état de droit, la Congo, ils ont existé, tout ça, c'est là. Il va péter la Jésus-Christ. Alors, le peuple d'abord. Pourquoi pas ceux qui, la politique, c'est là, un résultat. C'est total, l'IDPS, ensemble, en 2018, parce qu'ensemble, les avions partis politiques, parce que vous avez député et pour le cas d'IDPS. Alors, la logique, il y a ensemble, les grands partis politiques. Et puis, Bakanga Salomon, même que Moukeba, c'est bon, si tu le veux, Moukeba, il va le tribalisme. Mais Salomon, ce qu'a dit la Bakanga, la population nous se yébi na bosolo te. Attends, moi, Mouké, à côté de la Salomon. Mais pourquoi ensemble, les grands partis politiques, là, ma militaire est belé, la militaire n'a pas enfin de bouche. Parce que tout ce que tu as dit, ça veut dire à lui qu'elle rappelle. Est-ce que les bino moko bakonja parti, au fin d'ici, bango, ou bien aux autres, la plan B. Alors, la deuxième question. Na oyo sur le bami ya bandeko nanga balobi na français na lingala ngai na comprendre que Salomon Eskadela na femme Diongo bazali ba prisonnier politique te bazali ba prisonnier personnel ya ndeko Tilo. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Peuple d'abord, le peuple d'abord, l'état de droit. Bon, ce sont des slogans. C'est vous-même qui l'avez dit. Aujourd'hui, ce sont des slogans, on voit des disparitions. Vous pouvez passer une semaine en regardant, en suivant toutes les télévisions, en écoutant toutes les radios de Kinshasa. Vous avez une chance de ne pas entendre quelqu'un dire peuple d'abord. Tout c'est dans le sens de rappeler que où est-ce que c'est passé. État de droit. Mais même, on a démantelé tout ce qui pouvait aller dans le sens de l'état de droit. Ça, ce n'est pas nous. On ne peut pas répondre de ça. Non, on constate. Celui qui a posé la question voulait nous rappeler qu'on a quand même des militants. Oui. Ceux qui ont adhéré ensemble, ces chiffres en millions. C'est plusieurs millions de personnes. Il n'y a pas un parti, un autre parti comme ça. Avec des millions de membres qui se sont identifiés comme tels. Qu'est-ce qu'ils font depuis qu'on a arrêté un de leurs responsables du parti, M. Salomon? Mais dans toute organisation structurée, les membres, la base, regarde ces dirigeants. La base ne déborde pas ces dirigeants. Les membres ne sont pas autorisés à agir en solo, à agir comme des brebis sans berger. Nous sommes un parti de citoyens responsables et disciplinés. Et nous consacrons cette discipline d'abord au respect de la Constitution et des lois de la République, au respect de l'ordre institutionnel dans notre pays. Nous sommes dans une démarche pour raisonner ceux qui ont le pouvoir de manière à ce qu'ils dirigent ces pays dans l'intérêt de tous, qui respectent les droits de tout le monde. La justice, dans son essence, est faite d'abord pour protéger les faibles, ceux qui n'ont pas les armes à la main et qui ne se mettent pas en position de se défendre tout seuls ou d'agresser les autres. Nous voulons rappeler cela. Nous avons intérêt à instaurer dans notre pays un État juste. Et nous voulons prêcher par l'exemple. Nous n'attendons pas d'arriver au pouvoir pour montrer que nous sommes de bons citoyens, respectueux des lois et des procédures en vigueur dans notre pays. Il y en a qui s'agitaient d'appareils circonstances, qui seraient descendus dans la rue, brûler des véhicules des personnes innocentes et casser. Même arrivés au pouvoir, ils ont continué à voir la barbarie comme un réflexe initial.
municipal. Nous ne sommes pas un parti de barbares. Tout ce que je peux dire. Nous suivons la procédure. Nous irons jusqu'à épuisement de tous les moyens légaux et pacifiques. Nos gens seraient allés dans la rue pour réclamer avec de la violence la libération de Salomon. C'est peut-être dans ça qu'on allait trouver des infractions. On n'a pas accepté de les faire 50. Parce qu'on est nous-mêmes. On est les ressemblés. Voilà ce que moi je peux dire à ce sujet. Est-ce que c'est aujourd'hui, c'est un prisonnier personnel? En tout cas, ça y ressemble beaucoup. Parce que la justice n'a pas d'outils pour les poursuivre, à mettre entre les mains des juges pour qu'on l'entende, pour qu'il s'explique et qu'on démontre en quoi il a enfreint les lois. Alors, ce qui est de l'arbitraire relève souvent du pouvoir politique dans nos États qui se cherchent encore. Et les propos que le président de la République a tenus en Boujima, ils ne sont pas loin de l'enfoncer. Quand il a dit, on va parler, droit de l'homme, restriction de liberté, je ne vais pas en démordre. Donc c'est vous qui êtes derrière tout ça. Malheureusement, il n'était pas en train de dialoguer avec la presse comme vous. Il parlait à sens unique. Vous serez là, vous allez lui poser la question. Donc c'est vous. Secrétaire général, ma question va concerner les services de sécurité. Parce qu'aujourd'hui, les services de renseignement à l'échelle, de manière générale, j'aimerais que vous fassiez le parallélisme entre les services de renseignement sous Mobutu et les services de renseignement sous Félix Tshisekedi. Parce qu'aujourd'hui, on reproche au président Tshisekedi de mal traiter les opposants, que ces services traitent mal les opposants, alors que lorsqu'il est venu au pouvoir, il a dit haut et fort que les prisons ou les cachots de l'ANER seront fermés, mais 4 ans après, en tout cas durant son mandat, apparemment aucun cachot de l'ANER fermé, et aujourd'hui les opposants sont traqués par les services, les journalistes y compris. Votre réaction, merci. Voilà. Vous avez posé la question, la dernière, sur la sécurité. Je pose la question de perfect. Renseignement à l'époque de Mobutu et renseignement maintenant. Bon, je ne suis pas très bien placé pour juger le service des renseignements, mais ce que je sais, c'est qu'à l'époque de Mobutu, des gros efforts, je le sais parce que j'étais du côté de l'armée, j'avais des frères dans l'armée, je vais de vous citer un personnage. Ce que je sais, c'est qu'à l'époque de Mobutu, et beaucoup peuvent témoigner, on mettait beaucoup plus l'accent sur la formation. Il y avait un certain professionnalisme, même si une partie de ce professionnalisme était utilisée au service du pouvoir absolu de quelqu'un. Aujourd'hui, on forme parfois les gens, on affecte parfois les gens dans les services, on prend les tout venants et on affecte. On affecte même des militants. Nous apprenons que un jour, si on vous arrête, les gens qu'on déplace sur la route, là, hein, si vous avez mal à partir avec eux, quand ils préparent le passage ou l'après-passage du cortège du président ou de l'autre de la présidence de la République, entrez en contact avec eux, vous allez vous rendre compte que beaucoup ne sont pas à leur place dans cette uniforme. Donc, la qualité des acteurs est probablement faible aujourd'hui à tous les niveaux, du fait que les formations n'ont pas suivi. Il n'y a plus d'exigences de qualité, il n'y a plus de sanctions. Regardez même quand on déploie la police autour de nous ici, s'il y a un événement, on déploie la police, regardez bien. Vous
verrez qu'il y a plus d'officiers que de personnel de soins. Vous avez déjà vu où ça fonctionne comme ça, quelque part. Voilà, mais ce sont des questions délicates qui méritent des réformes en profondeur. Et nous espérons qu'une fois arrivés là au pouvoir, nous allons prendre le courage d'assumer ces genres de réformes pour le bien de tous.